Je vais inviter Nikos Paragos à me rejoindre, président de Terra Panacea. Vous êtes vous-même de quel univers? On parlait de ces deux univers, ingénieur, médical. Vous êtes de quel univers vous-même? Bonjour à tous. D'abord, merci pour l'invitation. J'ai une double maîtrise en informatique et mathématiques, suivi par une thèse en sciences d'ingénieur. J'ai débuté ma carrière aux États-Unis au labo de recherche et développement de Siemens pour passer au monde académique. D'abord aux États-Unis, notamment à Yale, Houston et Princeton, pour après arriver en France. D'abord à l'école des ponts et ensuite à Centrale Supélec. Oui, je suis professeur depuis 12 ans et responsable de toutes les formations de troisième année. Alors, ça c'est votre activité personnelle, votre cursus qui vous amène à créer Terra Panacea. Vous allez nous dire ce que c'est. Vous êtes hébergé à Cochin. Qu'est-ce que vous y faites dans l'univers des startups de Cochin? Qu'est-ce que c'est que Terra Panacea? Donc Terra Panacea, c'est une société qui était fondée en début de 2017. Aujourd'hui, nous sommes 15 personnes. Nous développons des solutions logicielles pour traitement en radiothérapie. En fait, notre objectif, c'est d'améliorer la prise en charge du cancer par radiothérapie. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle au service du diagnostic par radiothérapie. En fait, c'est au-delà, parce que la radiothérapie, c'est à la fois l'imagerie, à la fois la physique, à la fois des maths. Donc c'est un projet multidisciplinaire. Et donc notre objectif, en fait, c'est d'essayer de mettre ensemble les données, les calculs de haute performance et aussi des modèles mathématiques complexes pour mieux traiter, mieux cibler les cancers en épargnant les organes à risque à proximité. Alors, et nous avons notre premier produit qui est homologé au niveau de l'Union européenne depuis janvier. Alors ce produit, décrivez-le nous en un mot. Donc ça s'appelle Art Suite. Donc c'est le premier composant pour faire la radiothérapie, c'est de faire un modèle numérique du patient à partir de son imagerie scanner et du tumeur. Donc notre premier produit fait le modèle numérique du patient. Alors quels sont vos axes de développement, d'utilisation et de développement des datas justement? En fait, aujourd'hui, un petit peu pour situer le contexte, le cancer, bon, vous connaissez tous, après c'est 1 personne sur 2, donc, et la radiothérapie c'est 1 personne sur 4. Donc, et aujourd'hui, c'est des procédures qui reposent beaucoup à des successions des expertises différentes. Ça veut dire que vous avez besoin de médecins, de physiciens, de dosimétristes. L'idée en fait de Terra Panacea, c'est d'utiliser les données de traitement des patients qui existent depuis de longues années, parce qu'on est obligé de les préserver, et arriver avec des algorithmes en fait qui vont être capables à mieux décider en fait quel est le meilleur plan de traitement pour les patients. C'est ça que l'objectif, c'est pas juste d'éliminer les tumeurs. En fait, le vrai problème de la radiothérapie, c'est de pouvoir préserver les organes à risque à côté. Donc, on développe des modèles d'apprentissage qui vont permettre de mieux cibler, de mieux choisir les traitements pour éviter les organes à risque. Et surtout, ce qui est vachement important, garantir une standardisation d'accès au traitement. Aujourd'hui, si vous êtes traité à Curie ou à Gustave Roussy, probablement vous n'aurez pas le même traitement que si vous étiez traité dans une petite centre de province. Donc, on propose une solution qui va standardiser à garantir une qualité d'accès aux soins et surtout avoir un intérêt clinique pour les patients. Et alors ces algorithmes que vous développez, auto-apprenants, dites-vous, vers quel axe travaillent-ils? En fait, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs définitions. Pour moi, il y a deux définitions qui sont très importantes. La première définition, c'est de reproduire au mieux ce que l'homme fait aujourd'hui, on le fait très bien en diagnostic. La deuxième définition, qui est encore plus intéressante, et je pense que ça va avoir un vrai impact sur la société, c'est de faire des choses que l'homme n'est pas capable de faire. En radiothérapie, mais pas qu'en radiothérapie, on se retrouve devant des données de volume colossal. Donc en fait, on n'est pas capable de raisonner, aucune personne n'est capable d'analyser lui-même un scanner qui fait 500 coupes. Donc les algorithmes eux-mêmes, ils vont essayer de trouver des patterns répétitifs dans une base de données conséquente, et c'est l'algorithme qui va capter l'information qui est le plus essentielle. On fait une liaison entre les données et les outcomes. Ouais. Vous regardez qui est le patient qui a mieux marché, qui est le patient qui a eu le meilleur, moins des effets secondaires, et vous essayez d'associer avec comment il est traité pour trouver le meilleur traitement possible. C'est le futur assistant personnel pour aider le cerveau humain du neurologue que citait tout à l'heure, par exemple, Olivier Véran. C'est-à-dire que c'est pour dépasser évidemment cette capacité. Alors, vous ne travaillez pas seul, parce que pour développer tout ça, il faut les chercheurs eux-mêmes, il faut des fonds, l'univers de l'entreprise vous aide aussi. Vos partenaires, citez-nous aussi bien les hôpitaux que votre partenaire Inotera. En fait, pour arriver à ces projets-là, on a besoin à la fois d'expertise scientifique. Donc ça, c'est en général des personnes qui ont fait des études en sciences d'ingénieur, en apprentissage, en informatique. On a besoin d'expertise clinique. En fait, moi, je ne suis pas persuadé en fait, que du jour au lendemain, on va remplacer les médecins. Il faut être capable d'injecter aux algorithmes en fait, l'expertise métier. Donc en fait, il faut être en discussion et en collaboration directe avec les médecins. Donc on a la chance de travailler au niveau de l'école d'ingénieurs avec Centrale Supélec et INRIA où j'ai passé auparavant. Et au niveau des partenariats cliniques, on a mis en place un partenariat avec Gustave Roussy, qui est un centre de référence. Et
notre ADN, c'est un ADN scientifique, donc on sait développer des algorithmes. Mais en fait, pour passer à l'échelle, pour faire un produit, c'est autre chose, c'est une autre vie qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc on a besoin de partenaires qui vont nous aider en fait, à passer d'un projet de 15 personnes qui est aujourd'hui à une société qui va être, au moins notre objectif, c'est d'être le leader d'innovation en radiothérapie au monde dans un horizon de 10 ans. Donc ça nécessite d'agilité. Leader mondial dans les 10 ans. Dans les 10 ans d'innovation. Ouais. On ne veut pas faire tout, on veut être le leader innovant. En fait, on alterne en France entre le sourire quand on entend une telle ambition, et puis en même temps, c'est formidable que ça soit développé et affirmé de cette façon. Quel est l'intérêt d'avoir des partenaires comme Inotera, qui est une ETI aussi de la santé, très en force en France, en dehors de l'aspect financier? Quel est l'intérêt pour vous? En fait, il y a un triple intérêt pour nous. D'abord, c'est l'agilité. En fait, les ETI en général, et plus particulièrement Inotera, sont des groupes qui ont fait le passage d'une société bien fondée en France vers l'international. Aujourd'hui, c'est une société qui est dans 100 pays au monde, donc c'est quelque chose qu'on vise aussi. Donc, ils maîtrisent aussi le processus parce qu'on est dans un domaine extrêmement réglementé. En fait, la santé, c'est pas juste écrire du code, il faut suivre des procédures de développement. Donc, on est accompagné à ce niveau-là aussi. Et aussi, on partage des valeurs, qui est vachement important. C'est un projet scientifique qu'on efface ensemble avec un objectif clinique à la fin, un vrai intérêt pour les patients, un vrai intérêt pour le système hospitalier, un vrai intérêt pour la société. Oui, parce que quand on a une sorte de grand frère qui est déjà présent à l'international, qui a déjà lancé toute cette expérience de se colter les processus administratifs réglementaires des autres, finalement, on est plus serein dans sa volonté de recherche et d'innovation. En fait, à la fois, on est plus serein, aussi, on peut aller beaucoup plus vite. En fait, aujourd'hui, le développement des solutions logicielles dans le domaine des dispositifs médicaux, ça ne prend pas beaucoup de temps. En fait, ce qui prend du temps, c'est une fois que vous avez développé votre solution, d'être capable de la certifier, à l'homologer au niveau européen, au niveau international. Donc, si vous avez un partenaire qui maîtrise ça vous permet déjà d'avoir un retour d'expérience qui est vachement important, mais ça vous permet aussi d'aller très très vite. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un domaine qui évolue rapidement, avec des compétitions qui viennent de tous les pays au monde, principalement en Chine. Donc, c'est pas juste, il ne faut pas être juste très bon, il faut être excellent, mais aussi il faut être capable d'aller vite et suivre les bonnes procédures. Oui, donc ça, c'est ce que vous apporte notamment Inotera. Dernière question, vous aussi, comme à Guillaume Marchand, je disais, qu'est-ce que vous reprochez, peut-être pas, mais qu'est-ce que vous dites au pouvoir public, aux parlementaires, mais, sur ce qu'il faut encore faire sauter comme verrou? En fait, je vais utiliser la double casquette, à la fois professeur et aussi start-upper, entre guillemets, même si je ne suis pas si jeune que ça. Non, il ne faut pas être jeune pour être start-upper, il faut commencer. C'est vrai, c'est jamais trop tard. En fait, d'abord, il faut commencer par dire des choses qui marchent très très bien en France. Donc, voilà. Donc, on a un système d'enseignement supérieur et de recherche qui c'est excellent en fait, avec des formations qui ne sont pas très spécifiques comme aux pays anglo-saxons dès le départ. Donc on donne des largeurs en formation, d'expertise en ingénieur, ça c'est la première chose. On a des systèmes hospitaliers, on a des hôpitaux et des médecins qui sont aussi excellents, qu'il ne faut pas non plus oublier. Et on a aussi des organismes de recherche qui sont très très bons, comme INSERM, comme INRIA, comme CNRS. Donc on a des choses qui marchent très très bien au niveau développement de techno. On a aussi des dispositifs au niveau de l'État, donc il y a le crédit pour recherche, il y a plein de choses au niveau de l'État qui encouragent la création, comme la BPI, comme les incubateurs, comme Paris Biotech Santé, comme les SAT. Par contre, où il y a le problème aujourd'hui? D'abord, il y a un problème culturel en fait. Ça veut dire culturel. Oui, en France, un chercheur qui fait des développements de start-up ou qui fait des recherches industrielles est relativement mal perçu par ses pairs. Donc en fait, ça pose des soucis d'évolution de la carrière. Donc on a très peu de chercheurs en fait qui sont capables à quitter leur poste pour aller vers le monde. C'est encore tabou d'aller en passerelle vers le privé pour revenir le cas échéant. En fait, c'est pas juste tabou, c'est très compliqué point de vue administratif. Aujourd'hui, moi, je suis obligé de demander une mise à disposition totale. Ça veut dire que vous devez laisser complètement toutes les activités de recherche, même si elles ne sont pas du tout liées à votre projet. Donc, en fait, il faut encourager, en fait, parce que la vraie valeur ajoutée des startups, c'est des startups technologiques. Et on a une excellente recherche, donc il faut être capable à les valoriser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je vais revenir sur les questions d'accès aux données. C'est super, Health Data Hub, je pense que c'est une initiative qui aura énormément de succès. Mais par contre, on est aussi dans un contexte où il faut être agile. Ça veut dire s'il faut passer 3 mois pour déposer un projet, 3 mois pour avoir une réponse de ce projet-là, et 3 mois pour avoir accès aux données, et après il faudra encore 12 mois pour développer votre produit. Je suis sincèrement désolé, quelqu'un aux États-Unis va le déjà faire avant vous. Donc il faut rajouter à la fois dans des initiatives nationales, aussi des initiatives locaux. En fait, il faut être capable d'avoir plus d'agilité et il faut que les hôpitaux en fait sont prêts à partager leurs données, qui est quelque chose qu'aujourd'hui ne se fait pas du tout. Et le troisième point, je vais tourner vers la BPI.
pas que la BPI, mais je vais cibler un petit peu la BPI. Dans le domaine des sciences de la vie, on a des cycles de développement qui sont plus longs. Ça veut dire que ce n'est pas une start-up X ou Y qui développe une application, il a besoin d'homologation, il a besoin de certification qui prennent du temps. Donc en fait, ce sont des projets qui à la fois nécessitent plus d'investissement, parce que comme ils sont plus longs, bon, ça, il faut investir un peu plus, et les résultats sont encore plus incertains. Donc il existe des fonds pour démarrer, il existe des fonds qu'on a réussi à montrer au niveau de maturité certain, mais être LD, en fait, c'est assez compliqué de financer des projets où il y a une certaine ambition et un certain risque. Et je pense que les vraies valeurs ajoutées, c'est des projets où on prend des risques, parce que c'est sur ces projets-là qu'on a fait la différence. Donc il faut avoir plus d'investissement, pas que côté BPI, mais aussi côté fonds privés d'investissement, sur ces passages-là d'un projet qui a réussi à faire des petites preuves, jusqu'à des moments qui a réussi à faire des preuves plus grandes. Merci Nikos Parasios, président de Terra Panacea.